L'aube du 17 novembre ne s'est pas levée en silence au Michoacán, mais dans un rugissement féroce de poudre et de feu. Une nouvelle guerre venait de commencer. Des voitures semblaient brûler, des camions étaient mis en travers. C'était l'écho d'une opération visant à briser la domination de l'homme le plus insaisissable de l'ouest de l'État, Ángel Chávez Ponce, surnommé le Caméléon, un chef criminel qui avait changé de peau autant de fois que la guerre l'avait exigé. D'abord avec les Viagra, il était désormais intégré à la structure du cartel Jalisco Nouvelle Génération, maître et seigneur de Pátzcuaro, Rio de Rosales et de toute la région des lacs. Les forces étatiques et fédérales avançaient aux abords du Cerro La Cantera. Un instant plus tard, l'enfer s'est déchaîné. Le premier affrontement a fait 2 sicarios abattus, l'étincelle qui a tout déclenché. La réaction du groupe a été immédiate et brutale, comme si quelqu'un avait appuyé sur un seul bouton. En moins de 20 minutes, 7 municipalités se sont retrouvées piégées dans une toile de feu. Zamora, Ecuandureo, Xlan, La Piedad, Zacapu, Tangamandapio, Numaran. Les pneus éclataient. Les sicarios du Caméléon volaient des voitures, faisaient descendre les conducteurs, incendiaient des semi-remorques, bloquaient les accès, traversaient des remorques, jetaient sur le pavé tout ce qui pouvait arrêter les autorités. La route Morelia-Quiroga était en flammes. L'itinéraire vers Pátzcuaro et Salvador Escalante s'est transformé en un labyrinthe impossible. Et sur la voie La Piedad-Guadalajara, les flammes des camions calcinés illuminaient le message du groupe comme une fresque violente. Personne ne touche au Caméléon, et que personne ne vienne l'aider. L'objectif de l'opération n'apparaissait dans aucun communiqué, mais tous le savaient. Le Caméléon était responsable d'enlèvements qui avaient marqué le Michoacán. Hilario, disparu en 2014. Roberto, entrepreneur en avocat, assassiné en 2020, et son père, tué des années auparavant dans le même réseau d'extorsion. Une lignée de victimes qui explique pourquoi l'État s'embrase chaque fois qu'on tente de le capturer. La garde civile, l'armée et la garde nationale sont arrivés pour se frayer un chemin à travers les fers tordus. Le centre de commandement a émis des alertes. La population s'est cloîtrée. Les routes, une par une, ont commencé à rouvrir, mais le mal était fait. Pour la deuxième fois, le Caméléon, qui avait déjà été entre les mains des autorités, s'est glissé dans l'ombre. Pour certains, c'était une fuite. Pour d'autres, le signe d'un accord secret. Mais pour tous au Michoacán, le message était le même. L'alliance du cartel Jalisco Nouvelle Génération et des Viagras était toujours vivante. La structure criminelle restait intacte. Et l'homme qui aurait dû tomber s'était de nouveau échappé, laissant l'État enveloppé de fumée, de peur et de feu. Au Mexique, la guerre des narcos ne se cache plus dans les montagnes, ni ne se chuchote sur des radios clandestines. Aujourd'hui, elle est filmée, montée et lancée à travers le pays comme un missile de propagande. En novembre 2025, cette scène nous a été révélée. Une caméra tremblante se fraye un chemin dans une clairière de la montagne au Nayarit. Devant, 2 jeunes hommes agenouillés. L'un est à peine un adolescent. Derrière, des hommes armés du cartel Jalisco Nouvelle Génération. L'interrogatoire commence. Qui vous paie? Montemayor Soto. Qui d'autre vous aide? Le sergent Gamón, du 86e bataillon de Compostela. Ce qui suit est une pluie de noms qui tombe comme une mitraille politique. Le sergent Francisco Gamón Moreno, désigné comme celui qui apporte la nourriture. Le général Memphis Dominguez Moreno, prétendument en charge du soutien logistique. Les routes qui commencent à Gómez Palacio, les véhicules de la garde nationale utilisés pour déplacer les vivres, les opérateurs qui récupèrent la cargaison à Picachos. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est une accusation publique calculée. Une bombe conçue pour montrer la corruption militaire, affaiblir la faction Maïza du cartel de Sinaloa et surtout démontrer que le cartel Jalisco Nouvelle Génération domine la Sierra du Nayarit. Alors que la vidéo se propageait sur la côte pacifique, à l'aube du 24 novembre, une autre bataille éclatait à plus de 1000 km de là. Un convoi des métros, bras armés du cartel du Golfe et alliés directs du cartel Jalisco Nouvelle Génération, avançait sur un chemin poussiéreux. Soudain, l'enfer. Des rafales provenant des buissons, des explosions, des blindages improvisés percutant le sol. Le cartel du Nord-Est avait tendu une embuscade. Tirez-leur, tirez-leur, tirez-leur. Mais les métros ne reculaient pas. Ils répondaient avec force, tenaient la ligne, avançaient. La scène, également filmée en vidéo, montrait plus qu'un simple affrontement. C'était la lutte pour un corridor clé pour la drogue, les migrants et les armes. Un territoire où le cartel du Nord-Est
sous la pression de l'avancée des alliés du cartel du Golfe et du cartel Jalisco Nouvelle Génération, répondait par des attaques désespérées. Pacifique et frontière nord, Sierra et désert, interrogatoire et embuscade. Deux histoires qui racontent une seule stratégie. Le cartel Jalisco Nouvelle Génération opère sur plusieurs fronts, frappe par la propagande au Nayarit et démontre sa puissance militaire au Tamaulipas. Chaque vidéo est une pièce du même message. En 2025, la guerre criminelle au Mexique ne se livre pas seulement avec des fusils, mais aussi avec des caméras. Et sur les deux terrains, le cartel Jalisco Nouvelle Génération veut apparaître comme celui qui ne recule jamais. Un violent fracas a brisé le calme matinal de ce mardi. Il était à peine quelques minutes avant 8 heures lorsque Guajicorí a cessé d'être un village tranquille pour se transformer en champ de bataille. D'abord, ce furent des rafales isolées, sèches, inconfondables. Puis le chaos est arrivé. L'écho des fusils a commencé à rebondir dans les rues et à grimper le long des murs des maisons, semant la panique en quelques secondes. Aux abords du lycée technique agricole numéro 248, la routine scolaire s'est transformée en scène de guerre. Élèves et enseignants, surpris par la proximité des tirs croisés, se sont jetés au sol à l'intérieur des salles de classe. Certains se couvraient la tête de leurs mains, tandis que d'autres cherchaient refuge sous les pupitres. Dehors, les tirs ne cessaient pas. Chaque rafale était une menace invisible qui traversait l'air et figeait le temps. Et les plus courageux se sont aventurés à immortaliser la terreur sur leur téléphone portable. Cours! Ce qui se passait n'était pas un événement isolé, mais la manifestation violente d'une dispute qui couvait depuis des mois. Guajicorí, de par sa position stratégique à la frontière avec le Sinaloa, était devenu un point clé dans la guerre interne du narcotrafic. D'un côté, le cartel Jalisco Nouvelle Génération, renforcé par la faction des Chapitos. De l'autre, la structure des Mayos, deux blocs s'affrontant pour le contrôle des routes, des territoires et du pouvoir. Le combat s'est rapidement étendu de l'entrée de la municipalité à la zone montagneuse du Cerro de la Cruz. Des véhicules transportant des hommes armés avançaient et reculaient au milieu des échanges de tirs, comme si le village entier était un échiquier de guerre. Pendant des heures, Guajicorí est resté pris au piège d'une bataille qui ne lui appartenait pas, mais dont il était le théâtre. La réponse de l'État n'a pas tardé. Une opération conjointe a été déployée rapidement. L'armée mexicaine, la garde nationale et la police d'État ont convergé vers la zone. Dans le ciel, un hélicoptère armé survolait la région, marquant la présence d'une force supérieure prête à reprendre le contrôle. Depuis les airs et par voie terrestre, les forces de sécurité ont commencé à resserrer l'étau. L'affrontement a continué pendant plusieurs heures, mais l'équilibre a commencé à pencher. Peu à peu, les groupes armés ont été acculés. La pression militaire a fait son effet, et les rafales se sont espacées jusqu'à devenir des silences denses, interrompus seulement par des drones et des mouvements tactiques. Lorsque la fumée a finalement commencé à se dissiper, le bilan opérationnel a mis en évidence l'ampleur du choc. 20 sicarios présumés ont été arrêtés. L'un d'eux, blessé, a été transporté sous escorte pour recevoir des soins médicaux. Pendant ce temps, les autorités ont saisi un arsenal qui semblait sorti d'un scénario de guerre. 12 armes longues, plus de 3500 cartouches, 75 chargeurs et 8 engins explosifs improvisés. À cela s'ajoutait un équipement tactique tel que des plaques balistiques, des casques et des gilets conçus pour le combat. Cependant, au-delà du résultat immédiat, l'épisode révélait quelque chose de plus profond. La violence à Guajicorí n'était pas un fait isolé, mais faisait partie d'une reconfiguration criminelle plus large. La fragmentation du cartel de Sinaloa, intensifiée après l'enlèvement d'Ismael El Mayo Zambada, avait déclenché une lutte interne féroce. De vieilles alliances se brisaient, de nouvelles se formaient, et au milieu de ce réaménagement, des territoires comme Guajicorí devenaient des pièces convoitées. Les conséquences commençaient déjà à se faire sentir. Exécutions, extorsions et déplacements forcés faisaient désormais partie du paysage quotidien. Bien que les autorités aient signalé qu'il n'y avait eu aucune perte parmi les forces de l'ordre, ni d'affectation directe aux civils pendant cet affrontement, la peur a laissé une empreinte difficile à effacer. Guajicorí a survécu, mais l'écho des fusillades n'a pas disparu avec le silence. Il est resté flottant dans l'air, rappelant que dans cette région, la guerre n'est pas terminée, elle ne fait que changer de forme. 6 têtes décapitées, un violent message narco et une population horrifiée par la violence, telle est la situation au Mexique. Il était encore tôt. Les habitants de la communauté de San Gabriel Popocatla, dans la municipalité de Cuixtla, à Tlaxcala, commençaient tout juste leur journée de travail. C'est alors qu'un homme,
qui circulait sur la route d'Atotonilco, a fait une découverte macabre. Au bord du chemin, parmi les broussailles, se trouvaient des restes humains mutilés. Le voisin s'est approché et a confirmé qu'il s'agissait d'une demi-douzaine de têtes humaines. Les autorités ont été immédiatement contactées. Lorsque les premiers policiers municipaux sont arrivés et ont confirmé les signalements reçus au 901, un déploiement des forces étatiques et fédérales a été lancé. La zone a été bouclée et les habitants qui avaient vu les têtes ont été emmenés comme témoins pour des dépositions détaillées. Quelques minutes plus tard, des éléments de l'armée mexicaine, de la garde nationale, de la police d'État, de la police d'investigation et des experts médico-légaux sont également arrivés pour traiter la scène et transporter les restes. Dès le premier instant, l'affaire a été traitée avec une extrême prudence et urgence. En effet, Tlaxcala n'est pas une entité habituellement l'épicentre de ce type d'exhibition sanglante de violence narco. À côté des restes abandonnés, une banderole avec un message criminel est apparue. Selon les rapports, elle était signée par La Barredora et constituait un avertissement aux autres délinquants de la zone qui tenteraient de les concurrencer. Au Mexique, il existe plusieurs cellules avec des noms similaires, et il est essentiel de distinguer La Barredora, le groupe narcoactif de Tabasco qui a fait des ravages, de l'opération Barredora, une force de choc du CNG qui a l'habitude de cribler de balles des criminels de moindre envergure. Quelques jours après cette découverte, un criminel lié à la structure criminelle de la zone a été arrêté. Walberto N., alias El Guayabas, a été présenté comme une prise significative car il était lié aux enlèvements, au trafic de drogue, au vol de carburant et à d'autres délits. Certains médias ont suggéré que cet homme était lié aux 6 têtes décapitées, mais ce lien n'a jamais été confirmé ni ne fait partie de la ligne d'enquête principale. Ce qui rend cette affaire particulièrement inquiétante n'est pas seulement le grand nombre de restes mutilés qui ont été trouvés, mais la manière dont ils ont été abandonnés. Les 6 têtes n'étaient pas seulement le signe d'un massacre. Elles étaient en elles-mêmes un puissant message criminel annonçant la présence d'un nouveau cartel dominant dans la région. Les premiers rapports journalistiques concordent sur le fait que les têtes étaient regroupées à quelques mètres de la route d'Atotonilco. Le plus curieux est que certains des restes étaient déjà en état de décomposition avancée, avec une détérioration visible du visage. D'une part, cela compliquait le processus d'identification, mais cela indiquait également que les victimes avaient été assassinées à des moments différents. Alors, à qui appartiennent ces têtes? Dans les heures et les jours qui ont suivi la découverte, il est devenu clair que le problème le plus grave auquel les autorités étaient confrontées était l'identification des victimes. L'état de putréfaction et le manque de signalements récents de disparition compliquaient considérablement le travail des enquêteurs. Au fil des semaines, les premiers noms ont commencé à émerger, mais le processus était lent. Le parquet spécialisé dans les homicides volontaires de Puebla a lui-même expliqué aux habitants qu'il dépendait des résultats génétiques précédents de Tlaxcala pour pouvoir confirmer l'identité des victimes. Donner un nom et un prénom à ces têtes n'était pas un simple détail dans le dossier. Il s'agissait d'informations cruciales pour comprendre les motifs spécifiques du massacre et, en même temps, connaître les forces en conflit dans la région. Il était clair que cette découverte était un symptôme de guerre et que ce ne serait pas le dernier événement grotesque vécu par les habitants de Tlaxcala. La version officielle fournie par les autorités était que la découverte s'inscrivait dans le cadre d'une dispute criminelle pour le contrôle territorial dans la bande Tlaxcala-Puebla, notamment dans les corridors liés au vol de gaz, à l'extorsion et à d'autres sources illégales d'argent. Comme nous l'avons anticipé, il ne s'agissait pas d'un meurtre multiple, mais d'une démonstration de force dans une zone qui connecte des routes et des marchés criminels de grande valeur. Pour l'instant, les 6 têtes trouvées à Tlaxcala ont laissé plus de doutes que de certitudes. Au-delà de l'identité des victimes, ce qui inquiète les habitants de la région, c'est l'augmentation considérable de la cruauté et du sadisme des cartels. Les civils ne reconnaissent plus la terre où ils ont vécu pendant des années. Leurs communautés sont devenues des zones de guerre où les crimes grotesques n'ont pas de limite et où tout est permis pour envoyer un message menaçant à la concurrence.